Combien de PPPT votez sur votre portefeuille de copropriété pour l'instant ? C'était la question posée par l'ANGC dans une enquête flash réalisée auprès de 500 gestionnaires de copropriété syndics professionnels. Sans trop de suspense, le PPPT n'a pas rencontré un succès fou, malgré l'obligation légale sur laquelle il repose. Reste à comprendre les raisons de ce démarrage poussif, ce que nous allons faire de suite avec notre invité, Gilles Frémont, président de l'ANGC. Gilles Frémont, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, on va préciser que nous allons parler ensemble du PPPT. En résumé, c'est quoi ce PPPT que nous allons appeler ici le 3PT, parce que c'est plus simple. Oui, alors le 3PT, le nom complet, c'est le projet de plan pluriannuel de travaux. Oui. Voilà. C'est un audit de l'immeuble qui est fait par une personne qualifiée, un expert du bâtiment ou autre, qui fait une analyse des besoins de l'immeuble en termes de travaux sur sa structure, mais aussi sur le volet rénovation énergétique. C'est un audit qui a été instauré par la loi Climat et Résilience de 2021 et qui s'applique à toutes les copropriétés suivant un calendrier. Oui, donc c'est bien une obligation légale, ça c'est important de le dire avant de dévoiler les résultats de l'enquête, parce qu'effectivement, l'ANGC que vous présidez a lancé une étude flash très intéressante avec une question qui est celle-ci: combien de PPPT votez sur votre portefeuille de copropriété pour l'instant ? Quels ont été les résultats de cette enquête ? Oui, alors effectivement, une petite enquête flash sur notre groupe Facebook, Mon Quotidien de Syndic, sur lequel on a à peu près 7000 syndics, gestionnaires de copropriété, assistants, comptables, chefs d'entreprise, essentiellement des gestionnaires de copropriété. Et courant septembre, on leur a posé la question, effectivement, combien de triple PT, 3 PT avez-vous fait voter ou ont été votés sur vos portefeuilles respectifs. On a à peu près 500 gestionnaires qui ont répondu. Et les résultats sont assez tranchants. Je vais vous les donner là rapidement. Alors, aucun, 0, 17%. Donc c'est quand même c'est pas important. anodin. Oui. Ouais. Quelques-uns, c'est-à-dire moins de 10 sur un portefeuille, sachant qu'un portefeuille d'immeubles, c'est à peu près 45, 50 immeubles. À peu près. Donc, quelques-uns moins de 10, on est à 50%. Donc, la plus grosse part. Oui. La moitié de mon portefeuille, on a 10% des gestionnaires qui ont répondu. Les 3/4 de mon portefeuille, on a 11%, donc c'est à peu près pareil. Et la quasi-totalité de mon portefeuille, on a 9%. Donc, résultat plutôt contrasté. On peut pas dire que ce soit une vague de triple PT qui a été votée. Sachant que dans le calendrier de la loi Climat et Résilience, les immeubles de plus de 200 lots ont normalement dû déjà adopter un plan de travaux au 1er janvier 2023. Les immeubles entre 51 et 200 lots, c'est 1er janvier 2024. Et les immeubles de moins de 51 lots, c'est 1er janvier 2025. Donc, c'est l'année prochaine. Donc, c'est pour ça que petite réserve sur ce, voilà. Il y a un décalage en fait. Petite réserve sur ce sondage. En 2025, peut-être que beaucoup de PPPT vont encore être votés, mais bon, on sent qu'on n'est pas dans les temps, quoi. On sent qu'on n'est pas du tout dans les temps. Qu'est-ce qui explique ces résultats, mis à part le fait que peut-être tout le monde n'a pas encore été motivé par la loi ? Alors, il y a beaucoup de raisons. Déjà, pour donner un petit chiffre un peu marquant, il est vrai que les pouvoirs publics se rendent compte depuis 1 an ou 18 mois que du côté des copropriétés, on accuse un retard, voire une résistance. Pour donner un petit chiffre, 30% des logements en France sont en copropriété, alors que seulement 8,6% des aides distribuées par l'ANA l'ont été vers les copropriétés. Ça donne un chiffre. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'il y a un hiatus. Après, je viendrai sur les causes, mais toujours en intro, il y a un hiatus, un gros gap
entre le discours volontariste des politiques et même de certains grands groupes Oui. d'administrateurs de biens, un discours qui se veut aussi très volontariste, très politique, même des syndicats professionnels, Mmh. sur la volonté de s'engager dans la voie de la rénovation énergétique. On pourrait appeler ça des belles paroles, j'ai envie Oui, de dire, et une et certaine la inertie, réalité du terrain. oui, Voilà, qui est et la très réalité inerte. du terrain. Ouais, la réalité du terrain qui est différente. Mmh. Il y a Euh, pourtant des on a de subventions? l'inertie. Oui, il y a de l'inertie, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Nous, on est gestionnaire, donc on tient les assemblées générales, on vit avec les copropriétaires, on parle de ces sujets bien sûr en assemblée générale, puisqu'on met les propositions de PPPT à l'ordre du jour. Et on voit leurs réactions, on voit les discussions. Alors, nous, on leur donne des informations de façon neutre. On Mmh. n'essaye pas de survendre ou de surjouer la loi ou la rénovation énergétique. On ne se montre pas non plus pessimiste ou on leur dit pas que ça sert à rien. Enfin bon, on essaie de se montrer le plus neutre possible en tant que professionnel qui donne de l'info et des conseils en tant que sachant, mais on voit les réactions. Euh, Et alors alors, ces réactions, est-ce qu'on peut avoir certains exemples? oui, bah, alors déjà, il y en a beaucoup qui sont un peu attentistes parce qu'ils voient bien que les règles du DPE changent Beaucoup? constamment. Mmh. Là, je crois qu'on en est à 6 ou 7 modifications des règles de calcul des DPE et je crois qu'on est encore, enfin, notre ministre Barnier, je crois, évoquait encore la nécessité de modifier encore les règles de calcul du DPE. Donc il y a une instabilité de la loi, de la réglementation, une complexité aussi de la Mmh. réglementation. C'est vrai que vous voyez, entre 3PT, WPT, audit énergétique, le DTG, Mmh. tout ça, c'est des notions que tout le monde a plus ou moins en tête, mais sans précisément savoir ce que ça recouvre, d'autant que certaines se recoupent, DTG, PPPT, DPE, tout ça, ça se recoupe, c'est un peu la même chose, sans l'être en même temps. Il y a un manque de formation chez les gestionnaires, mais ça, j'y viendrai après. Euh, donc voilà, beaucoup d'attentisme. Si on veut euh, faire une liste un peu plus, on va dire, objective Mmh. des raisons qui expliquent euh, ces chiffres, il y a déjà un écart important, une dichotomie entre les immeubles anciens, Mmh. les petits immeubles, les petites copropriétés de centre-ville, le patrimoine avant 1948, quoi, si Oui. vous voulez, et les immeubles plus récents qu'on appelle les immeubles des 30 glorieuses, vous voyez, des années 50, 60, 70, qui sont de taille beaucoup plus importante, qui généralement ont du chauffage collectif Oui. et qui ont un intérêt architectural euh, moins prononcé que des Oui. immeubles anciens, avec des façades plutôt plates, pas très jolies, pas très, enfin, en tout cas moins esthétiques que que la plupart des immeubles anciens, enfin, que beaucoup d'immeubles anciens. Je pense aux immeubles en pierre de taille, de Oui. type haussmannien, les immeubles à pans de bois, les immeubles en briques rouges, Mmh. dans tout ce patrimoine ancien. Euh, il y a un vrai, on va dire une politique un peu à deux vitesses quand on prend ces deux euh, Oui. prototypes, de catégories Mmh. d'immeubles. Et il est vrai que sur les immeubles anciens, petites copropriétés du centre-ville, le triple PT n'est pas du tout adapté. Euh, c'est une analyse, un audit qui coûte assez cher, Oui. compté pour un immeuble de 15-20 lots à Paris, c'est 26 lots en moyenne, les immeubles. Mmh. Sur un 26 lots, un PPPT qui doit inclure le DPE collectif, compter au moins 4 500, 5 000 euros, voire 6 000 euros, Eh oui. surtout s'il y a plusieurs bâtiments. Donc c'est assez cher pour à l'arrivée des préconisations de travaux
qui se montre assez pauvre finalement, parce que sur ces immeubles-là, bah, des travaux de rénovation énergétique, bah, il y en a pas beaucoup. Il y en Oui. a pas beaucoup parce que sur les parties communes, bah, Oui. comme je vous l'ai dit, c'est souvent du chauffage individuel, donc ça ne concerne pas la copropriété. Les fenêtres, c'est les fenêtres des appartements, donc c'est classé dans la loi et dans les Mhm. règlements de copropriété dans les parties privatives, donc ça ne concerne pas le syndicat des copropriétaires. L'isolation thermique de la façade extérieure, bah, c'est compliqué parce que bah, pierre de taille, briques, on ne peut pas poser un isolant par-dessus. Puis les ABF, hein, les architectes des bâtiments de France, sont très vigilants là-dessus, un peu sévères. Hein. La réfection de l'isolation de la toiture, bah, ça se fait à l'occasion de la rénovation de la toiture. Une couverture en Oui, oui. zinc, ça se change que tous les 50, voire 60 ans. Donc, Mhm. si vous venez de la faire il y a 10 ans, 15 ans, vous n'allez pas la refaire juste pour poser un isolant. Et, La et- ventilation des appartements, c'est pareil. C'est des vieux immeubles, on n'a pas forcément les conduits pour mettre des VMC ou autres. Donc, finalement, le potentiel de travaux est assez faible sur les petits immeubles. Et oui. comme ils sont pas nombreux, si travaux il y a, les cotes-parts sont beaucoup plus importantes puisqu'ils sont moins nombreux à se partager la note. Mhm. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une motivation plus ou moins grande des syndics en fonction de la structure de leur portefeuille? Je pense par exemple des syndics parisiens vont surtout avoir des immeubles tels que celui qu'on a présenté, alors qu'un syndic de périphérie va avoir dans son portefeuille notamment des immeubles de plus grande taille, avec effectivement une taille plus importante qui permet aussi d'envisager plus facilement des rénovations énergétiques peut-être. Et donc on Alors a un effectivement, double discours des professionnels, mais qui n'est pas vicieux, hein, qui est juste né de la réalité du terrain et de leur type de portefeuille. et de son environnement, Oui. oui, le quartier dans lequel on est, effectivement, bah, c'est lié à la typologie des immeubles qu'on gère, on en parlait là à l'instant. Euh, Par rapport à la volonté des syndics, euh, je connais aucun syndic qui dit moi la rénovation énergétique ça m'intéresse pas, j'y crois pas, et je veux pas la proposer à mes Moi, copropriétaires. je ne ferai pas de PPPT. Oui, Non, voilà, je veux ça dire, c'est la n'existe pas, mais loi, oui. on le met à l'ordre du jour. Après le discours, en assemblée générale, on peut se montrer plus ou moins enthousiaste, mais bon, généralement, comme je vous ai dit, on se montre plutôt neutre et factuel. Mm, mhm. Mais il est vrai que certains syndics se sont positionnés davantage sur ce créneau, on va dire, parce qu'ils sont déjà dans un quartier ou dans une ville avec plus d'immeubles de ces années-là, 50, 60, 70, euh, et ils en ont même fait un peu une spécialité, Mhm. voilà, quelque part. Alors après, il faut se structurer. Oui, Euh, c'est ce que j'allais dire. Combien de temps faut-il à un syndic pour acquérir la compétence PPPT? la compétence, on les a parce que ça reste des sujets qu'on connaît et qu'on pratique depuis des Mhm. décennies. Faire un audit architectural de l'immeuble pour savoir la liste des travaux à faire et ensuite proposer un plan, un planning de travaux et ensuite faire des appels d'offres Mhm. et faire Ça, c'est le voter métier. et suivre ces travaux. C'est la base du métier de Oui. syndic. C'est un volet, le volet entretien de l'immeuble, conservation de l'immeuble, travaux qu'on connaît par cœur et qu'on sait faire. Donc on n'a pas besoin d'une formation particulière pour ça. Il faut juste être bien au fait des dates, des calendriers, de la définition exacte d'un PPPT. Mais ça reste un audit. On s'entoure des bonnes personnes, de l'architecte, d'un maître d'œuvre, d'un assistant à maîtrise d'ouvrage. On associe le conseil syndical au projet. D'ailleurs, si le conseil syndical n'est pas motivé, c'est peine perdue. Hein. Vous irez pas très loin dans le projet. Le conseil syndical et surtout le président ou la présidente doit se montrer quand même moteur, hein, pour embarquer les autres copropriétaires dans cette aventure qui dure Mhm. entre 3 et 5 ans, hein, entre l'initiative, la conception du projet et la fin des travaux. C'est très long, il faut au moins 3 assemblées générales pour voter tout ça. Et les syndics savent faire, si vous voulez. La vraie question, c'est le temps.
le temps qu'il faut, le temps qu'on passe, le temps qu'un gestionnaire passe sur juste l'élaboration du PPPT, c'est plusieurs heures de travail. Mmh. Il faut fournir tout un tas de documents à l'auditeur, compiler ces documents, lui transmettre, organiser ses visites, trouver des appartements témoins, donc ça veut dire passer des coups de fil, expliquer. Euh, Au premier rendez-vous, généralement, on essaie d'être présent parce que c'est important d'expliquer aux copropriétaires ce qu'on vient faire chez eux. Je compte pas les mails, les coups de fil des copropriétaires tout au long de ces 3 ans, de phase, ou 1 an, ou 2 ans, 3 ans de phase d'études Mmh. qui nous pose tout un tas de questions. Si vous multipliez ça par, si vous avez vous êtes un gestionnaire qui gérait une quarantaine d'immeubles, si vous multipliez ça ne serait-ce que par 15 immeubles ou 20 immeubles, c'est ingérable, Eh oui. ingérable techniquement. Mmh. Donc, à ce moment-là, que faire? Est-ce que le cabinet, le syndic, va recruter une personne, un gestionnaire technique, on va dire, dédié Mmh. à la réalisation, l'accompagnement de ces audits. Surgit ici la C'est question des compliqué. honoraires. Ben oui. Et oui, c'est compliqué parce que, bon, déjà, faut trouver la personne qui fasse correctement le travail. Et puis, comment vous la rémunérez, sachant que le contrat de syndic qui est figé Mmh. depuis 2015, depuis le décret de 2015, en application de la loi Allure, qui n'a jamais été révisé alors que la loi Allure prévoyait une concertation bisannuelle du contrat de syndic pour le faire évoluer selon voilà, les nouveautés du temps et des lois. Ce contrat n'a jamais bougé. Aujourd'hui, clairement, le syndic ne peut pas être rémunéré de toutes ces heures de travail Oui. qu'il passe pour accompagner l'auditeur et surtout l'expliquer, répondre aux questions, mettre de l'huile dans les rouages pour que tout se passe bien, parce que finalement, l'auditeur va énormément se reposer sur le gestionnaire. Des fois, on a même l'impression que le syndic a plus bossé que l'auditeur lui-même. Enfin, j'exagère à peine. Mais le législateur ne se rend pas compte de cette charge de travail énorme pour le syndic. Il lui colle une tâche supplémentaire sans tenir compte de son modèle économique. Et le modèle économique, on ne peut pas le faire bouger d'un iota de notre côté, puisque on est Mmh. enfermé dans un contrat réglementaire Oui. qu'on ne peut pas toucher d'une virgule. Si on se prend des honoraires pour ce genre de travail, on va avoir des signalements à la DGCCRF, Mais des oui. Mmh. abus de certains médias. Enfin, donc, le modèle économique n'est pas viable. Donc, c'est sûr que c'est pas du tout une source de motivation pour les syndics. Maintenant, les syndics Et appliquent la surtout loi. les syndics Oui. Mais indépendants, de oui. petite taille. Aujourd'hui, le marché, c'est encore beaucoup de PME. Et on a quelques groupes, des groupes nationaux, Foncia, Lamy, Citia, qui eux, éventuellement, peuvent se permettre d'embaucher un service travaux, un Et service surtout de diagnostic qui ferait mutualiser que les. ça, Oui. et de mutualiser, Mais bien sûr. Mmh. mais certainement pas les syndics indépendants qui sont encore des très petites entreprises entre 2 et 5 salariés. Moi, j'ai une dernière question. Ce succès relatif du 3PT, pour le moment, va-t-il changer et évoluer de façon plus positive, par exemple l'année prochaine, on le disait en commençant le sujet, ou pas? Quel est votre ressenti au sein des cabinets? Sur le patrimoine ancien, non. Non. Pour les Les raisons qu'on chiffres a données, seront... de toute façon. Oui, Oui. oui, oui, les Raisons chiffres seront techniques. pareils. Mm. Les chiffres seront pareils. Donc il faut appeler En revanche, oui, il faut appeler à modifier la règle, c'est ça? Pour le patrimoine ancien? il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'une copropriété ne s'engage pas dans une rénovation énergétique globale avec PPPT, maître d'œuvre, AMO et tout l'attirail qu'elle ne fait pas de travaux. Mm. Les copropriétés font quand même des travaux, seulement elles ne le font pas comme le législateur le souhaiterait. C'est-à-dire qu'elles font plutôt des travaux par geste et non pas par une rénovation globale. Elles font des travaux par geste sur le long cours, sur le très long cours. Et régulièrement, pour la plupart d'entre elles. Et régulièrement. Et ça peut prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans.
de travaux. Une fois qu'on a terminé la couverture, on attend 5 ans et on fait les ravalements. Et une fois qu'on a terminé le ravalement, on attend encore 5-6 ans et puis on rénove la vieille chaudière qui a 50 ans d'âge et on la rénove et voilà, on s'est refait un petit peu financièrement. On a mis un peu d'argent de côté éventuellement avec le fonds travaux et on fait les travaux un peu quand ils s'imposent, un peu parce que on n'a plus, voilà, les copropriétaires sont un peu dos au mur et ils font les travaux. Alors s'ils anticipaient un peu plus, ce serait quand même mieux. S'ils épargnaient un petit peu plus sur leurs fonds travaux, ce serait quand même mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des copropriétés ne laissent pas tomber leur immeuble en ruine, sauf dans certains secteurs, certaines villes, certains quartiers, mais la plupart des copropriétés font quand même des travaux, seulement ils ne font pas de rénovation globale, et comme ils ne font pas de rénovation globale, ils n'atteignent pas le fameux seuil de 35% de gains énergétiques requis par MaPrimeRénov pour toucher la subvention MaPrimeRénov. Oui. Donc, ils font des travaux qui ne sont pas subventionnés, mais ils font des travaux quand même parce que ces travaux s'imposent, et puis ils font souvent un ravalement quand ils ont une injonction de la mairie et autres. Et puis s'ils doivent, ou s'ils peuvent, surtout s'ils peuvent techniquement faire une isolation à l'occasion de ces travaux, ils le feront. D'ailleurs, c'est même obligatoire depuis 2016, c'est ce qu'on appelle les travaux embarqués, sauf dérogation technique, sauf des dérogations en raison du retour sur investissement. Et souvent d'ailleurs, on tombe dans ces dérogations et on ne fait pas les travaux embarqués malheureusement. Sauf pour les toitures. Toiture, maintenant, c'est rentré dans les réflexes et les mœurs, on va dire. On fait systématiquement l'isolation quand on refait sa toiture terrasse, toiture zinc, etc. Pour les façades, c'est notre paire de manches. Mais on voit quand même que certains bailleurs, quand ils rénovent leur appartement, font une petite isolation intérieure sur le mur qui est contre façade. Donc les travaux se font, mais pas comme le souhaiterait ou l'entendrait le législateur qui, lui, attend une vague de rénovation globale des 800 000 copropriétés en France. Ça, c'est pas possible. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il se rend compte un peu de la réalité et qu'il redescend un petit peu sur Terre. Donc, la rénovation des bâtiments, déjà, c'est pas que de la rénovation énergétique, c'est de la rénovation tout court d'un patrimoine vieillissant. Ça prend énormément de temps et c'est effectivement déconnecté des 3PT, des calendriers de la loi climat et résilience, clairement. Et c'était d'ailleurs tout l'intérêt que de lire cette enquête flash sur le 3PT, puisque finalement, d'un tout petit sujet, ou en tout cas d'un des sujets de la copropriété, eh bien, on en revient à une question essentielle qui est celle de savoir si la rénovation énergétique et la rénovation des bâtiments a été pensée de la façon la plus juste par nos gouvernants, si je ne me trompe pas. C'est ça. Oui. Il faudrait une conception un peu plus affinée en fonction de la typologie et de l'histoire des bâtiments, de leur ville, de leur secteur, de leur région. Quelque chose d'un peu plus fin. Mais les professionnels et les syndicats sont là pour alerter. En tout cas, merci Gilles Frémont de cet entretien et de toutes ces informations. Je crois que sur le 3PT, les auditeurs vont être bien plus à même désormais de pouvoir réfléchir. Merci. Merci Anne-Sandrine.